processus qui est un processus assez chaotique et compliqué, mais qui va durer, lui, 5 ans. Donc, est-ce qu'on peut expliquer ce retournement de la Commission européenne par une opposition très explicite de toutes les fédérations, associations professionnelles, etc. etc. Est-ce que, en gros, les règles du jeu qui sont arrêtées en 97, on va demander, et on va effectivement le faire, demander aux fédérations d'actuaires, enfin aux associations d'actuaires, aux fédérations professionnelles, des entreprises capitalistes ou des entreprises mutualistes, etc. On va leur demander de tester ces hypothèses-là. Et c'est là où on voit, quand on leur demande de tester, c'est là où on voit qu'il y a certaines solutions qui sont oubliées, qui sont mises sur la table par le rapport Muller, mais qu'on ne va pas véritablement tester. C'est-à-dire que toute l'approche en termes de risk-based capital, ça on ne la teste pas en fait. Donc on teste uniquement l'introduction d'un troisième ratio. Donc on voit très bien qu'il y a quand même un choix qui est fait, qui est quand même plutôt le choix d'en rester au vieux dispositif. Et donc, on va demander aux associations et aux fédérations de tester les solutions et les amendements qui sont avancés en 97, qui sont projetés. Et en gros, la réponse est de dire « Oula, malheureux, surtout ne touchez à rien, ça fonctionne, et les amendements que vous nous proposez sont des amendements qui vont trop loin et qui sont susceptibles d'introduire un coût excessif et d'introduire toute une série de dysfonctionnements. » Si je prends par exemple la note du CEA de 98, on a au début de cette note une espèce de relevé qui est absolument sans ambiguïté, dans lequel on dit voilà, on s'est réunis et everyone recognized that the current system had satisfactorily fulfilled its aims, et puis par ailleurs, competing systems in other areas, competing institutions or other countries, RBC in the USA, had not proved themselves superior, whereas they are much more complicated to use. Donc là encore, c'est extrêmement explicite, c'est-à-dire surtout ne touchez rien, le dispositif fonctionne et les solutions alternatives sont en gros sous-optimales. Alors la note du CEA est assez dure en fait, elle est assez critique sur ce que veut faire la Commission, mais sur le mode, tout ce que vous voulez bouger, ça ne servira à rien, donc s'il vous plaît, conservez l'essentiel du dispositif. Donc on n'est pas dans une situation où on peut se dire, voilà, il y a une levée de bouclier, en tout cas explicite, hyper brutale qui se met en place en 97, qui entre 97 et 99 et qui imposerait ce retournement subi de position. Alors, du coup, comment on peut expliquer ça? Ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est de vous raconter en fait une histoire parallèle à celle que je viens de vous raconter, qui démarre un peu plus tard, qui démarre à la fin des années 50 en fait, et qui va progressivement voir se définir assez largement hors des communautés du monde de l'assurance, toute une série de nouveaux principes qui vont progressivement rentrer à partir de la fin des années 80 chez certains acteurs du monde de l'assurance. Et donc je vais d'abord décrire rapidement la mise en place de ces nouveaux cadres, et puis ensuite essayer de voir comment, par quelle voie, tout ça est rentré dans le monde assurantiel. Et du coup, cette volte-face subite de la Commission européenne à la fin des années 90 s'explique beaucoup mieux, c'est-à-dire s'explique comme le moment où en gros, tant de gens ont mis au cœur de leur réflexion ces nouveaux cadres prudentiels et ces nouveaux schémas cognitifs qu'il devient compliqué de les laisser complètement sur les marges. Et on est obligé de les mettre un peu au milieu de la table, et il va y avoir effectivement, et on peut les identifier, des pressions qui vont s'exercer entre 97 et 99 et qui vont dire arrêtez, aux gens de la Commission européenne, arrêtez de laisser tout ça sur les marges, vous devez mettre ça au cœur de votre dispositif, et ça va se faire au moment d'un renouvellement en profondeur de la composition de l'entité assurance de la Commission européenne, dont il ne faut jamais oublier qu'elle consiste en une dizaine de personnes. Donc renouveler l'entité assurance de la Commission européenne, je veux dire, c'est pas si dur que ça. Ça se fait assez naturellement, tous les 3 ou 4 ans. En fait. Et c'est au moment où, en gros, on va renouveler ce personnel-là, qu'on va décider de remettre à plat l'ensemble du dispositif. Alors, quels sont ces nouveaux cadres? Ces nouveaux cadres, vous les connaissez, ce sont des cadres qui sont développés dans des arènes, c'est là-dessus que je voudrais un petit peu insister, ce sont des arènes qui sont très largement disjointes au début de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment des agendas de fabrication de nouveaux référents intellectuels qui sont ces espaces-là sont des espaces qui ne se recouvrent absolument pas, qui ne communiquent pas, et puis qui progressivement vont converger en quelque sorte les uns vers les autres, et qui vont à certains égards faire système. Et c'est au moment où tout ça commence à faire système à la fin des années 80 que ça va devenir compliqué, ou pour dire les choses de manière plus positive, extrêmement tentant en fait, pour des acteurs du monde assurantiel de se dire tiens mais pourquoi pas nous?
pourquoi on n'utiliserait pas aussi ces références? Alors, le premier cadre, c'est le cadre des mathématiques financières, qui est un cas qui a été... oups, oui, ok, je me suis trompé. Voilà, ce premier cadre, c'est le cadre des mathématiques financières, qui se développe dans les années 50, enfin qui vraiment se structure dans les années 50, à partir de l'hybridation entre des innovations en théorie des probabilités qui sont au départ russes, importées aux États-Unis dans les années 50, et qui là vont rencontrer l'intérêt d'un certain nombre de chercheurs en économie qui jusque-là étaient essentiellement des chercheurs empiriques. C'était des gens qui travaillaient notamment au sein d'une fondation mise en place par un financier qui avait, bon, il n'avait pas fait faillite parce qu'il avait beaucoup de sous encore, mais enfin bon, qui au moment de la crise de 29 s'est dit « Ah, en fait, je comprends rien ». Et donc je vais mettre en place, j'arrête mes affaires, et puis je vais mettre en place une fondation qui va récupérer plein de données, la fondation Coles, qui va récupérer plein de données, et puis je vais embaucher des économistes, entre guillemets, qui vont, je dis entre guillemets parce que ce n'est pas forcément des gens qui ont une formation d'économiste au départ, et je vais rattraper tous ces gens-là, et puis je vais leur faire de l'économétrie avec les outils de l'époque. Et donc il y a tout un travail empirique comme ça qui se met en place sur une vingtaine d'années, travaux d'économétrie, et puis ces gens-là découvrent, qui sont très alphabétisés en mathématiques, hein, vont découvrir dans les années 50, via l'importation donc des résultats, enfin des nouveaux principes de théorie des probabilités, ils se rendent compte que là, ils disposent d'outils intellectuels qui leur permettent de, pas seulement d'intuiter empiriquement les trucs, mais de les formaliser théoriquement. Et donc, ils vont proposer, en l'espace d'une dizaine d'années, toute une série d'outils que l'on connaît, hein, théorie du pricing d'options, la théorie du portefeuille de Markowitz, théorème de Modigliani-Miller, enfin, etc. Tout ça, c'est une partie au moins de ces acteurs-là, ont un peu cette histoire-là, sont au départ des gens qui font de l'économétrie, et puis qui vont rencontrer la théorie des probabilités, et qui vont utiliser cette théorie des probabilités pour systématiser tout ça. Alors au départ, ces gars-là, il faut être clair, c'est des zombies. Hein. C'est des gens, ils parlent à personne. Ils sont tout seuls, personne ne comprend ce qu'ils font. Simplement, comme ils sont plutôt meilleurs en maths que les économistes de leur temps, ils vont pouvoir publier dans les super revues. Et comme ils vont publier dans les super revues, ils vont se faire embaucher dans des très bons départements d'économie et très rapidement en fait dans des business schools. Et il y a une migration de ces gens-là des départements d'économie vers les business schools. Mais dans les business schools, en gros, on ne veut pas leur parler. Personne ne comprend ce qu'ils font. Les business schools, à l'époque, c'est un travail qui est dans les business schools américaines. Essentiellement, on a des bouquins de finance qui sont essentiellement des livres de comptabilité, des livres de gros bon sens, etc. Concrètement, il n'y a pas de maths du tout. Et progressivement, et ça a été très bien étudié aux États-Unis, progressivement, ces gens-là vont conquérir en fait, les amphithéâtres et vont passer des laboratoires, en gros, des endroits où on écrit des articles, et ils vont passer dans les amphithéâtres, et là, ils vont commencer, en gros, à former des nouveaux individus. Cette histoire-là est une histoire qui est une histoire très longue, hein, c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs décennies. Hein, ça a été très bien montré dans le cas de l'évolution des marchés des produits dérivés. Au moment où les premiers GUS qui sortent de l'école de business de Chicago arrivent sur le marché, les gens qui sont des vieux de la vieille qui font du deal de produits agricoles, ils les voient arriver en se disant « non mais qu'est-ce que c'est que cette théorie rocambolesque, ça n'a absolument aucun sens ». Le prix d'une option, ça se fait comme ça se fait au doigt. Bon. Et donc il va y avoir une longue conquête comme ça, une longue substitution, très très lente, qui se fait véritablement à partir des business schools et à partir de cette circulation-là. En France, on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mon hypothèse, c'est que, bon, ça je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça intervient beaucoup plus tardivement, hein, ça n'intervient pas dans les années 50-60, ça intervient beaucoup plus tard. Je pense par ailleurs que ça se fait pas du tout à partir d'une communauté qui est une communauté d'économistes, mais à partir d'une communauté qui est plutôt une communauté de mathématiciens en fait. Hein. Les gens qui vont porter cette théorie-là en France et ces travaux-là sont des gens qui font des maths, et ce ne sont pas des gens qui font de l'économie au départ. Et puis par ailleurs, je pense que ça ne se fait pas directement dans les écoles de business, ça se fait davantage dans certaines écoles d'ingénieurs en particulier. Notamment, enfin bon, c'est peut-être un problème d'observation parce que j'y enseigne, mais enfin, à Polytechnique, il est clair qu'à partir de la fin des années 90, il va quand même y avoir des lauréats d'élèves polytechniciens qui vont se porter vers les mathématiques financières, mais ce ne sont pas les gens d'HEC, je veux dire, qui font ça. C'est quand même plutôt des profils d'ingénieurs. Ça a une histoire longue, il faudrait l'écrire très correctement, là j'y vais à grands traits, c'est vraiment des hypothèses. Et je